Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une fois de plus Jean-Christian Petit-Fils. Il est venu ici à de très nombreuses reprises, pas pour tous ses livres, parce qu'il en a écrit un nombre impressionnant, mais de livre en livre, on l'a vu constituer une œuvre historique majeure. Et cette histoire de la France est un des aboutissements de cette œuvre. Jean-Christian, je vais vous laisser présenter ces 1000 ans et plus d'histoire de France, et ensuite on engagera la discussion avec vous. Tout à fait, très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être bref, malgré l'immensité du sujet. Alors l'histoire, aujourd'hui, vous savez, l'histoire de France singulièrement divise la communauté des historiens. Certains nous disent carrément que la France, surtout après les travaux de recherche qu'on a pu faire sur la colonisation, l'esclavage, les traites négrières, le régime de Vichy, la France ne peut plus être un objet d'histoire. Et surtout aussi à l'heure de la mondialisation, de l'Europe, de la montée du régionalisme. D'autres, au contraire, d'autres insistent sur l'importance capitale de l'apport de l'étranger dans la construction de ce pays. Saint-Denis serait un migrant, Marie Curie une immigrée, ce qui me paraît évident, mais so what ? Et alors ? Ça, vous avez reconnu la thématique du livre de l'histoire mondiale de la France. Le vieux roman national semble mort et c'est à peine si quelques-uns osent parler d'un simple récit national. Faut-il aller au-delà au moment où, comme le dit très justement Pierre Nora, la dictature de la mémoire menace l'histoire? Je pense que oui. Et qu'il faut en effet composer un nouveau et un vrai roman national de façon à mettre en perspective les traits fondamentaux de ce qu'il faut bien appeler l'identité française. Alors, pourquoi ce vrai roman national, qui est le sous-titre de mon livre? Vous savez qu'on appelle le roman national ce catéchisme républicain, simpliste, réducteur, largement mythique, qui a été utilisé à la fin du XIXe et au début du XXe par les fameux hussards noirs de l'école de Juiffery, ces instituteurs dévoués, dont l'enseignement combinait l'approche ancienne de Jules Michelet, avec son lyrisme, l'imagination d'un Augustin Thierry, et puis ce nationalisme de revanche fermé, né du traumatisme de la défaite de 1870. Exaltant les grandeurs de la France, le petit Lavis appelait implicitement ces fiers descendants des Gaulois à se tenir prêts à résister aux menaçants Germains qui avaient annexé, arraché même l'Alsace-Lorraine à la mère patrie. Lavis, je précise, est un excellent historien par ailleurs. Il a fait, dans une grande collection de l'histoire de France, un remarquable ouvrage sur le règne de Louis XIV. Mais pour les besoins de la cause, il a quelque peu déformé l'histoire. Et les manuels d'histoire de 1884 à 1950 ont peu ou prou reproduit ce roman national, que ce soit le Gauthier des Champs, le Collin, le Belin, le Nathan, même le Maleisac, qui est quand même un peu plus sérieux. Tout cela nous conduit à une vision une vision faussée de l'histoire, une exaltation de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, de Napoléon. Pas seulement. Alors les rois sont plutôt mis de côté ou laissés un peu dans l'ombre, mais on préfère évidemment, la République préfère en tout cas les grands ministres, Sully, Colbert, Choiseul, Turgot, Necker, et certains rois, évidemment, sont absolument honnis. Je vous rappelle ce que disait le petit Lavis de 1900 à propos de Louis XV. Il a été le plus mauvais roi de toute notre histoire. Ce n'est pas assez de détester sa mémoire, il faut l'exécrer. Évidemment,
ce Louis XV qui avait bradé le premier empire colonial français, l'Inde et le Canada, alors que sous la Troisième République, évidemment, les taches roses de la présence française se multipliaient sur le planisphère, accroché près du tableau noir des petits écoliers à côté de la Déclaration des droits de l'homme. La couverture même du Petit Lavis. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Donc ce roman national, d'ailleurs, n'a pas totalement disparu, pas seulement dans l'inconscient de chacun, mais même en cette période, il faut bien le dire, d'indigence de connaissances historiques, on le retrouve de génération en génération dans les combats politiques. Je vais vous donner 2 exemples. 19 septembre 2016, à Franconville, Val d'Oise, Nicolas Sarkozy, partant à la reconquête de son fauteuil présidentiel. Quels que soient vos parents, jeunes Français, au moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et c'est Vercingétorix. 5 jours plus tard, il rectifie un peu le tir, nos ancêtres étaient aussi les soldats de la Légion étrangère et les tirailleurs sénégalais. 27 septembre, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne veux pas d'une ethnicisation gauloise du débat, mais oui, je dis que nous sommes les filles et les fils des Lumières et de la Grande Révolution. À partir du moment où l'on est français, on adopte le récit national. Donc on voit, on a un récit intégrateur, unificateur, qui est le roman national, évidemment, à droite comme à gauche, avec ses clivages, bien sûr, la monarchie, la révolution, la laïcité. Pour les uns, c'était le cas de l'Action française autrefois, la France s'achève en 1789, et pour les autres, au contraire, elle commence à cette date. Alors, historiquement, ce roman national est évidemment obsolète. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille se contenter d'un simple récit national, intégrant, bien entendu, les guerres découvertes, les acquis de l'école des Annales, vieille école fondée dans les années 30 par Marc Bloch et Lucien Febvre, et puis les travaux plus récents, souvent remarquables, qui nous plongent dans les mémoires douloureuses du passé, que ce soit, et qui sont légitimes d'un certain point de vue, à condition qu'on ne tombe pas dans une repentance permanente. Je veux parler de l'esclavage, de la colonisation, de la collaboration, de l'antisémitisme, du racisme, du féminisme. Tout cela, et bien sûr, peut être intégré dans un nouveau roman et récit national. En tout cas, une approche purement scientifique me paraît pas suffisante pour saisir l'âme de la France. Ce principe spirituel dont parlait Ernest Renan dans sa célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?», donnée à la Sorbonne le 11 mars 1882, avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Qui ne connaît aussi les débuts des mémoires de guerre de Charles de Gaulle ? Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Et Charles de Gaulle de continuer. Petit Lillois de Paris, rien ne me frappait davantage que les symboles de nos gloires. Nuit descendant sur Notre-Dame, majesté du soir à Versailles, arc de triomphe dans le soleil, drapeau conquis frissonnant à la voûte des Invalides. Rien ne me faisait plus d'effet que la manifestation de nos réussites nationales. Enthousiasme du peuple au passage du tsar de Russie, revue de Longchamp, merveille de l'exposition, premier vol de nos aviateurs. Rien ne m'attristait plus profondément que nos faiblesses et nos erreurs révélées à mon enfance par les visages et les propos, abandon de Fachoda, affaire Dreyfus, conflits sociaux, discordes religieuses. Donc on voit ces images chatoyantes, emplies de palpitations patriotiques, mystiques même. On sait que De Gaulle, à un moment donné, a parlé de Notre-Dame, la France. Rejoignent
dans leur lyrisme, celle de Michelet, bon écrivain mais médiocre historien, dans sa volonté de personnifier la France, qu'il confondait pour sa part avec le peuple en marche vers sa libération. Mais il en allait de même aussi de Fernand Braudel, grand historien, membre éminent de l'école des Annales, historien de la longue durée, pour qui l'identité du pays était, je cite, comme une âme et comme une personne. Je le dis une fois pour toutes, dit Braudel, j'aime la France avec la même passion exigeante et compliquée que Jules Michelet, sans distinguer ses vertus et ses défauts, entre ce que je préfère et ce que j'accepte moins facilement. Moi, j'adhère assez largement à ce point de vue. C'est-à-dire, je pense que l'histoire de notre pays ne peut pas se résumer à un froid catalogue de dates, de statistiques, de mercurial. Il faut, d'une manière ou d'une autre, tenir compte de la beauté de nos paysages, des villes, des villages, du blanc manteau de nos églises, dont parlait le chroniqueur clunisien Raoul Glaber, de ses calvaires, de ses cathédrales, de ses châteaux. Bref, l'épaisseur historique, de mon point de vue, ne saurait être atteinte sans une certaine dose d'épopée et d'émotion. Un récit glacé, détaché de l'enthousiasme que la nation a pu produire, aussi bien à Bouvines, à Fontenoy, à Valmy ou à Austerlitz qu'à la Libération, ne saurait être tout à fait une histoire de France. Je vais vous citer la fameuse phrase, peut-être un peu éculée, de Marc Bloch. Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Marc Bloch, qui était lui aussi, je vous l'ai dit, un des fondateurs de l'École des Annales et qui a été fusillé en 1944 par la milice, qui écrit dans son Étrange défaite, un livre tout à fait remarquable sur la défaite de 40, il écrit donc il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Peu importe l'orientation de leurs préférences, leur imperméabilité au plus beau jaillissement de l'enthousiasme collectif suffit à les condamner. Alors, il ne faut surtout pas, bien sûr, dans cette approche historique, oublier le rôle des hommes et des femmes dont l'action a été déterminante. Alors, je ne vais pas vous énumérer, surtout vous qui êtes très attachés à l'histoire, les grandes figures du passé, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel, Duquesclin, Bayard, les héros qui sont familiers au roman national, à l'ancien roman national, mais qui sont des héros authentiques. Henri IV, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, des grandes figures de droite comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou, quelques grandes figures de gauche aussi comme Gambetta, Jean Jaurès, Léon Blum, voire Mitterrand, des héros connus ou inconnus de Jean Moulin à Arnaud Beltrame. Il n'y a rien de honteux à demander à l'histoire de transmettre un amour vrai, profond et sincère du pays. Pour aimer la France, disait la philosophe Simone Veil, il faut sentir qu'elle a un passé. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je considère qu'il convient d'élaborer un nouveau roman national. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et je n'ai pas la prétention d'avoir couvert l'ensemble du sujet, bien entendu, mais j'appelle au fond les historiens à chercher dans cette voie. Alors quand commence l'histoire de France ? Elle commence avec la formation d'un pouvoir politique, très embryonnaire bien sûr, d'une frontière bien définie à l'Est et des règles de dévolution de la couronne. C'est ce qui se réalise à peu près en août 843 avec la signature par les trois fils de Louis le Débonnaire, lui-même fils de Charlemagne, Louis le Pieux, Lothaire, Louis de Bavière, qui deviendra Louis le Germanique, et Charles le Chauve, signature du traité de Verdun, qui démembre l'immense empire de Charlemagne, avatar impossible d'un nouvel empire romain d'Occident. C'est ainsi que naquit la Francia Occidentalis,
dont la couronne revint à Charles le Chauve, carolingien, un des derniers carolingiens. Les limites de cet empire, de ce royaume, pardon, étaient inférieures d'un tiers au moins à celle de la France actuelle, et on peut dire que l'histoire de France, c'est la conquête, au fond, du dernier tiers qui manque avec toutes les péripéties que vous connaissez. Voilà pourquoi, dans mon livre, il y a eu quelques polémiques à ce sujet, quelques étonnements en tout cas. Mon livre s'ouvre sur le récit de la bataille fratricide entre les fils de Louis de Lémonère, la bataille de Fontenoy-en-Puisaye du 25 juin 841, à ne pas confondre bien entendu avec la grande bataille de Fontenoy gagnée par Louis XV et le maréchal de Saxe sur les Anglais. Bataille donc de Fontenoy-en-Puisaye qui est le prélude au traité de Verdun 2 ans plus tard. La France, évidemment, n'existait pas 900 ans auparavant, au temps de Vercingétorix et des tribus gauloises, au temps de nos ancêtres les Gaulois, ni même à l'époque de Clodweg, dit Clovis, baptisé avec ses guerriers vers 498-499, on ne sait plus très bien aujourd'hui, on s'était longtemps arrêté à la date de 496, ni même à l'époque de Pépin le Bref, qui reçoit l'onction de l'huile sainte lors de son sacre en 751, ou de Charlemagne, bien sûr, couronné à Noël en l'an 800 par le pape Léon III. Cette enquête de racines et d'un imaginaire collectif s'inscrit dans une forme de manifeste de sacralité, de transcendance. La royauté des derniers carolingiens et des capétiens a essayé de récupérer aussi bien le baptême de Clovis que le couronnement de Pépin le Bref et de celui de Charlemagne dans la cérémonie du sacre. C'est pas pour autant qu'il faille considérer que Clovis, du temps de Clovis, le royaume franc n'avait aucune frontière. Clovis allait se battre contre les Alamans, il allait se battre contre les Visigoths. C'était une royauté à cheval. Et à la mort de Clovis, le royaume a été divisé entre ses 4 fils. Bon, donc là, nous ne sommes pas encore dans l'histoire de France. Donc cet imaginaire est récupéré, et on le voit très bien, c'est déjà même un peu tard, dans les grandes chroniques de France, qui est une compilation faite à l'abbaye de Saint-Denis au XIIIe siècle. Le sentiment national, qui est cher à Michelet et à Renan, mettra beaucoup plus de temps à émerger. On le voit apparaître, au moins pour la France du Nord, lors de la victoire de Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214, et il ne s'épanouira vraiment qu'au moment de Jeanne d'Arc, de la grande crise, dont je vous dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, qui a divisé la France à ce moment-là. Il y a eu de grandes périodes dans cette histoire de France, vous le savez, ou de périodes tout simplement heureuses, le beau XIIIe siècle, la période de Saint-Louis, le règne de Louis XIV, malgré, bien sûr, des guerres nombreuses, malgré la révocation des Dits de Nantes, malgré la traite négrière. Il y a l'efflorescence des arts, des lettres, il y a le château de Versailles, il y a cette société classique qui s'épanouit et qui rayonne dans le monde entier. Le XVIIIe aussi, avec un Paris qui est vraiment la capitale du monde. Et puis, d'autres périodes encore. Alors, il ne s'agit pas, dans ce roman national, de le transformer en une romance, bien entendu. L'histoire est tragique, particulièrement l'histoire de France. Je ne vais pas énumérer les défaites, Crécy, Azincourt, Waterloo. Sous l'Ancien Régime, il existait une grande fragilité qui se trouvait dans les régences, bien entendu. Il n'y avait pas de sacre pour les régents. Et les régences ont donné lieu à beaucoup de troubles. On pense à Catherine de Médicis, à Marie de Médicis, à d'Autriche. Il y a eu aussi des crises qu'on pourrait appeler des crises de légitimité, dues au caractère dynastique. Crise de légitimité au moment du traité de Troyes, donc le 21 mai 1420, quand Henri Lancastre épouse Catherine, fille de Charles VI, et d'Isabeau de Bavière, et hérite du royaume de France.
qui conserve ses coutumes, sauf la Normandie, annexée, ce sera un peu comme l'Alsace-Lorraine plus tard. Henri V meurt en 1422 et son fils, qui a 8 mois, Henri VI, devient roi à la mort de Charles VI le 21 octobre de cette année-là. Jean de Lancastre, duc de Bedford, oncle du petit roi, devient régent et conduit le cortège, conduit le roi défunt à Saint-Denis. Et le héros s'écrie sous les voûtes de la basilique « Dieu donne bonne vie à Henri par la grâce de Dieu, roi de France et d'Angleterre, notre souverain seigneur. » Eh bien, à cette époque, évidemment, la France a failli disparaître, évidemment, puisque l'héritier légitime, Charles VII, 19 ans, prince falot, soupçonné de bâtardise, n'avait aucune chance, compte tenu des forces dont il disposait, dans le sud de la France, petit royaume de Bourges, en dehors de ce miracle qui a été évidemment Jeanne en 1429. Donc, crise de légitimité. Crise de légitimité terrible aussi au moment de l'assassinat d'Henri III en 1589. L'opinion publique ne voulait absolument pas, cette fois, de l'héritier légitime, en vertu de la loi salique, toujours, d'Henri de Navarre, protestant. La France est toute catholique à ce moment-là, et particulièrement Paris. Et en 1593, les États généraux qui se tiennent à Paris, sous les auspices de la Ligue, qui est un État dans l'État, eh bien, on voit apparaître des candidats au trône. Le duc de Mayenne, le chef de la Ligue, fils du Balafré, qui a été tué à Blois en 1588, donc quelques années plus tôt. Le duc de Guise, son neveu. Mais l'Espagne aussi, qui finance très largement la Ligue, qui pousse en avant sa fille, Isabelle Claire Eugénie, 27 ans, et le roi voulant la marier, enfin le roi d'Espagne voulant la marier à l'archiduc Ernest de Habsbourg. La France, là aussi, est menacée de disparaître. Crise de légitimité aussi, avec le régime de Vichy, qui n'a ni la légitimité historique, ni la légitimité démocratique, qui est apparue à ce moment-là sous la Troisième République. Le coup d'État du 10 juillet ayant été organisé savamment par Pierre Laval. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par parenthèse, que je considère que ceux qui rendent responsable la France de la déportation des Juifs se trompent lourdement. C'est un point de vue qui n'est pas admissible de mon point de vue, puisque le régime de fait de Vichy n'est pas, bien entendu, la France libre, la vraie France. La plus grande crise, mais je ne vais pas m'étendre, bien sûr, parce que le temps passe, la plus grande crise, c'est pas seulement une crise de légitimité, c'est une crise de souveraineté. Et c'est la Révolution française, puisque nous voyons à ce moment-là disparaître un type de souveraineté qui a été constant dans l'histoire de France, la souveraineté royale, au profit d'une nouvelle souveraineté qui est la souveraineté nationale. Alors, cette mise en perspective nécessaire aussi, et ce sera le second point de mon intervention, eh bien, il est nécessaire, si vous voulez, de rechercher les fondements de l'identité française, non pas de manière polémique, comme beaucoup d'hommes politiques, de politiciens l'ont fait récemment, mais dans la lignée d'un Fernand Braudel ou d'un Georges Duby. L'identité de la France s'est forgée au cours des siècles, tout doucement. Et donc, je vous ai dit, la France avait failli disparaître, mais malgré tout, à chaque fois que la France réapparaît, eh bien, on voit quelques constantes, quelques grandes données. Et j'en ai dénombré 5 grands piliers fondateurs qui se sont lentement élevés, et puis qui parfois ont été ébranlés, ont été renversés. Premier pilier, un État-nation souverain et centralisé, dont
la langue française devient assez tardivement un des éléments structurants. On m'a souvent dit pourquoi ne pas avoir pris la langue française comme d'un des piliers. Vous savez que l'édit de Villers-Cotterêts de 1539 n'impose pas, tant s'en faut, la langue française comme une langue obligatoire. C'est simplement dans le langage administratif, elle est substituée au latin et il mettra encore du temps, bien entendu, à le faire. C'est seulement sous la Révolution, avec le fameux abbé Grégoire, sous la volonté de centraliser, d'éradiquer les patois, les langues régionales, que la langue française va s'imposer. Sous le règne de Louis XIV, et même encore sous le règne de Louis XVI, la moitié de la population seulement parle le français. Donc la France est un agrégat de peuples désunis, comme disait Mirabeau. Tout au long de l'Ancien Régime, il y a une incapacité du pouvoir à véritablement centraliser. Et c'est la Révolution, bien sûr, qui, par le grand coup de balai qu'elle opère, la table rase, qui va faire avancer cette unité française et cette construction d'un État-nation. Mais c'était déjà dans la volonté des rois de France. Deuxièmement, un État de justice au service du bien commun. Alors ça va vous paraître très évident, au fond. Oui, tous les États sont des États qui rendent la justice et qui cherchent à satisfaire le bien commun. C'est pas d'abord une évidence, parce qu'il suffit de regarder tel ou tel dictateur du Proche-Orient pour voir comment il traite ses populations. Donc, on n'est pas du tout dans un système évident. Regardez aussi comment se sont édifiés les États-Unis d'Amérique, avec l'exaltation de l'individu, de l'individualisme, l'autorisation de porter des armes, donc de rendre justice soi-même, avec un shérif, mais qui n'est pas un représentant de l'ordre, sinon désigné par un groupe de citoyens. Donc, la France s'est construite autour de cette idée d'un État de justice. Je vous renvoie évidemment au schéma, au cliché de Saint-Louis rendant la justice sous son gène, mais qui est une réalité aussi. Alors cet État de justice va évoluer, comme tous ces piliers d'ailleurs, et va évoluer pour devenir aujourd'hui un État de justice sociale. Le combat politique consiste aujourd'hui à savoir comment on répartira la manne de l'État et les subventions, les aides pour aider les plus défavorisés ou les moins favorisés. Enfin, il y a tout le jeu politique, droite-gauche, qui est là autour de cette idée de justice sociale. Le troisième point, c'est un État laïque aux racines chrétiennes. Aujourd'hui, nous sommes un État laïque aux racines chrétiennes, étant entendu que la laïcité ne recouvre pas seulement la loi de 1905, mais également le combat mené par les rois pour éviter au pouvoir sacerdotal d'envahir le pouvoir politique, et à l'inverse, celui des clercs destiné à contrer les tentatives de mainmise politique sur l'Église. Et cette deuxième proposition étant d'ailleurs la plus importante, puisqu'on le voit tout au long de l'histoire, cette volonté que ce soit du concordat de Bologne au concordat de Napoléon, de Bonaparte, eh bien, il y a une volonté de mainmise, d'utilisation des réseaux de l'Église au profit du pouvoir. Quatrième pilier, si vous voulez, un État marqué par des valeurs universelles. C'est aussi une constante. C'est un fait qu'il faut constater. La France n'a jamais voulu être un petit pays marginal sur la scène mondiale. Alors, on lui a reproché beaucoup son arrogance, ce qui est vrai. C'est un fait, il faut le constater. Elle est une grande nation et se veut animée par des valeurs universelles. Autrefois, c'était clairement la chrétienté.
lorsque la France, fille aînée de l'Église, portait haut les couleurs de la catholicité. Catholique, je vous rappelle, ça veut dire universel. Et demain, alors aujourd'hui, ce sont les droits de l'homme, bien entendu, depuis 1789, la Déclaration des droits de l'homme, août 1789, et demain, ça sera peut-être l'écologie planétaire, la lutte contre le réchauffement climatique. On a vu la COP21, on a vu les déclarations d'Emmanuel Macron pour se situer aussi à la pointe de ce combat. C'est une caractéristique de la France, ça peut être une qualité ou un défaut, mais c'est ainsi. 5e point, un État, encore une fois aujourd'hui, un État multiethnique, mais assimilateur. La France a toujours été un mélange de peuples. Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, et de toute façon les Gaulois étaient très mélangés, c'était des tribus, il y a eu aussi énormément d'invasions de peuples germaniques au long des premiers siècles qui ont précédé l'histoire de France. La France n'a cessé d'intégrer, d'assimiler les populations. La nation s'est d'abord forgée à partir de provinces dont les cultures étaient au départ extrêmement diverses, et puis ensuite, à l'époque contemporaine, en assimilant des individus venus d'un peu partout, mais tout particulièrement de notre ancien empire colonial. Alors, d'évidence, ça va peut-être être aussi le débat, ces piliers sont aujourd'hui en crise. Le pilier central, celui de l'État-nation, se trouve attaqué par le haut, et par l'euro aussi. L'Europe, dont le projet primitif de la communauté économique européenne s'est complexifié, dénaturé au fil des temps, piétinant allègrement le principe de subsidiarité qui permettait aux nations d'exister et de mettre en commun ce qu'elles ne pouvaient pas réaliser elles-mêmes. Et puis par le bas, par la décentralisation excessive, qui sont, de mon point de vue, nées des lois de fer. Le millefeuille administratif, le chevauchement des compétences, les embauches massives, le clientélisme de proximité, les dépenses de prestige inutiles, la hausse vertigineuse de la fiscalité locale. Le pilier de l'État-justice s'est transformé sous l'essor de l'État-providence, qui est tout à fait légitime, mais c'est boursouflé, hypertrophié. Les dépenses sociales représentent aujourd'hui 15% des transferts sociaux de la planète pour une population d'à peine 1% de la population mondiale. Là, il y a un sérieux problème qui se pose dans l'avenir. L'État laïque se heurte aujourd'hui, vous le savez tous, à la poussée de l'islam politique et identitaire, qui ne se réduit pas au terrorisme islamique, mais qui, par contre-coup, a ravivé un laïcisme intolérant et sectaire, visant à faire disparaître les religions de l'espace social, politique, universitaire, scientifique, médiatique, et tout particulièrement le catholicisme, pour l'enfermer, le rejeter dans la sphère privée, ce qui n'était pas du tout les intentions des auteurs de la loi de 1905. L'État est laïque, mais la société, elle ne peut pas être laïque. La société est diverse, et les religions ont parfaitement le droit de s'exprimer dans cet espace collectif. C'était simplement une volonté d'apaisement, mais il ne s'agissait pas de créer un système collectiviste où les religions, comme dans certains États, n'existent plus. L'universalisme, alors, a souvent dégénéré. C'est vrai que, bon, je vous ai dit qu'il y a une certaine hypocrisie dans cette aspiration aux valeurs universelles, dans cette volonté de défendre les valeurs universelles, puisque
la France aussi a essayé de faire avancer ses intérêts. La France est un des rares pays à avoir cet aspect. Les États-Unis aussi défendent l'universalisme. Je ne parle pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais quand la Révolution française proclame les droits de l'homme, les armées révolutionnaires envahissent la Belgique, envahissent la Hollande, et puis annexent allègrement, sans demander la volonté, l'accord des populations. Donc là, il y a aussi un mélange d'intérêt national et d'exaltation des valeurs. Aujourd'hui, aussi, on peut parler d'annexer, ce qu'on a parlé du droit de l'hommisme. J'ai bien aimé la formule d'Hubert Védrine dans la revue des Deux Mondes qui appelle ça le BHL Kouchnerisme. Le BHL Kouchnerisme. Donc voilà, la naïveté aussi peut conduire à des désastres. On l'a bien vu en Libye. Quant au dernier pilier, eh bien, il saute aux yeux que la machine à intégrer, à assimiler, éprouve de plus en plus de difficultés à fonctionner. Elle fonctionne, fort heureusement, pour beaucoup, mais elle ne fonctionne plus pour tous, et personne ne sait plus bien comment reconquérir ce que l'historien Georges Bensoussan a appelé les territoires perdus de la République. On ne peut pas se masquer la face. Il y a une réalité là qui est vraie et qui pose un sérieux problème. Alors, il n'y a pas de doute, la France peut mourir, comme elle a d'ailleurs failli le faire à plusieurs reprises dans son histoire. La crise est particulièrement sérieuse aujourd'hui, crise démographique, division grandissante entre la France des élites et la France périphérique, montée des populismes d'extrême droite et d'extrême gauche, repli communautaire de certaines populations, dislocation, je dirais, des institutions de la Ve République, surtout depuis l'adoption du quinquennat, et puis une construction européenne qui a été faite au fil des années, faite de guingois, au détriment d'une authentique Europe respectueuse des nations. Alors, on ne peut pas, je pense, en rester à cette analyse sévère. La France a des atouts. C'est la 5e, la 6e puissance économique du monde. 1% certes de la population, mais elle a un siège au Conseil de sécurité. C'est une puissance nucléaire à part entière. Et tout cela grâce au général de Gaulle, il faut le rappeler. Elle a des ingénieurs de très haut niveau, des laboratoires de pointe, une recherche scientifique excellente, un système de santé sans doute lourd, mais parmi les plus performants du monde. Donc la France a un rayonnement aussi dans le monde, un rayonnement exceptionnel. Peu de pays ont un tel rayonnement. C'est la première destination touristique du monde, bien sûr, et la France, ce n'est pas rien dans le monde. Souvenez-vous tout récemment de l'émotion mondiale qui a saisi la planète lorsqu'il y a eu des attentats à Paris. Donc il faut se départir, malgré la gravité de la crise que je viens d'expliquer, de la sinistrose, du déclinisme. Je crois que les grandes leçons de l'histoire, c'est de nous montrer que nous avons connu pire et que, en réalité, tout est une affaire de volonté. Je vous remercie.